Préparez-vous à une histoire si inattendue qu'elle pourrait bien changer votre vision d'une petite voiture qui a failli disparaître avant même d'avoir une chance. Car avant les ruines, avant que l'usine ne soit tenue debout à coups de bouts de ficelle et d'espoir, il y avait un rêve. Retour en 1933. Un personnage tristement célèbre pour sa moustache minuscule confie à Ferdinand Porsche une mission. Construire une voiture que toute petite famille allemande pourrait se payer. 2 adultes, 2 enfants et capables de filer à 100 km/h. Facile, non? Porsche s'attelle à la tâche et présente quelques prototypes, les V1, V3 et W30. Tous partageaient un ADN commun, une silhouette arrondie digne d'une coccinelle sous stéroïdes, un moteur refroidi par air qui sonnait comme un sèche-cheveux sous Red Bull et un intérieur pensé pour le confort humain plutôt que pour les défilés militaires. On était en bonne voie pour la voiture familiale ultime en Allemagne, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale vienne tout envoyer dans le décor. Volkswagen, littéralement la voiture du peuple, est réquisitionnée pour fabriquer du matériel militaire au lieu de petites autos pour les balades du dimanche. Et le plus drôle, elle ne s'appelait même pas encore la coccinelle, juste Volkswagen. Ce n'est que plus tard, à force que tout le monde se moque de son look dodu et de ses phares globuleux, que le surnom coccinelle s'est imposé, tandis que Volkswagen devenait le nom de la marque. Avance rapide jusqu'à la fin de la guerre. L'usine Volkswagen n'était pas vraiment en mode fête. Imaginez plutôt une évasion grandeur nature dans un marécage post-apocalyptique. 0 voiture civile au compteur, juste des armes, des décombres et beaucoup de regrets. Le charbon était rare, les murs s'effondraient et trouver une pièce de rechange était aussi improbable que tomber sur un politicien honnête. Et pour ne rien arranger, l'usine n'appartenait à personne. On a quand même essayé de la donner. Henry Ford II a reçu l'offre gratos, a jeté un coup d'œil et a répondu « Non merci », avec la même énergie que quelqu'un refusant d'aider à déménager un dimanche. C'est là que le major Ivan Hirst est arrivé, un officier britannique avec juste assez d'obstination ou de folie douce pour croire qu'on pouvait encore sauver le naufrage. Sa mission, réussir à sortir 20 000 Volkswagen pour les forces d'occupation alliées. Pas facile, sachant que la moitié de l'usine tenait debout par miracle et prière. Et pourtant, contre toute attente, ils l'ont fait. Mieux, le 10 millième exemplaire est sorti des chaînes, un véritable miracle si l'on considère que quelques mois plus tôt, il n'y avait même pas de fenêtre. Mais attention, Volkswagen était encore loin d'être une success story. Et c'est là qu'Heinz Nordhoff entre en scène. Un ancien cadre d'Opel avec une vision claire, sauver Volkswagen en misant tout sur l'export. Nordhoff n'essayait pas juste de vendre des voitures, il vendait de l'espoir, enrobé de tôle et propulsé par un moteur de 24 chevaux qui sonnait comme une machine à coudre en pleine crise d'angoisse. Sauf que l'argent allemand valait à peine plus que du papier à dessin à cette époque. Pour que Volkswagen survive, il fallait une vraie monnaie, du cash bien réel. Alors Nordhoff a commencé à exporter, au Danemark, en Suède, en Belgique, en Suisse, partout où quelqu'un était prêt à tenter sa chance avec cette petite voiture ronde sortie d'une usine en ruine. Mais Nordhoff avait un rêve qui s'appelait USA. Il appelle un néerlandais du nom de Ben Pon qui avait déjà réussi à vendre 56 Volkswagen aux Pays-Bas à force de charisme et peut-être aussi de quelques pots de vin lors de dîners de famille. Pon embarque une seule coccinelle sur un bateau, débarque à New York et est prêt à conquérir l'Amérique. Problème, l'Amérique n'était pas franchement prête à pardonner l'Allemagne, ni à rouler dans ce qui ressemblait à un grille-pain à phare. Pon n'a même pas réussi à la donner. Il a fini par vendre la voiture et les pièces de rechange, juste pour pouvoir payer son hôtel et son billet retour. Un échec total. Mais si vous pensez que ça allait arrêter Nordhoff, vous ne le connaissez pas. Plus tard, la même année, il tente lui-même l'aventure américaine. Même résultat, des portes closes, des sourires polis et un « non, danke » dans chaque concession visitée. Avec un accueil pareil, l'avenir de la coccinelle aux États-Unis était aussi prometteur qu'une mouche à un pique-nique. Mais parfois, il suffit juste de la bonne personne avec le bon plan. Bienvenue, Max Hoffman, un importateur américain avec assez de bagou pour vendre du sable à un bédouin, et il avait un plan. Faire passer discrètement des coccinelles dans les concessions américaines en les offrant avec des voitures que les Américains voulaient vraiment. Tu veux ta Porsche sexy ou ta Jaguar racée ? Super, mais au passage, tu embarques aussi ce drôle de petit scarabée allemand. Pas de retour, pas de remboursement. C'était un peu comme acheter une Rolex et découvrir qu'une tortue domestique venait avec dans la boîte. Et contre toute attente, ça a marché. 330 coccinelles ont trouvé preneur à travers les États-Unis. Bon, elles ne s'arrachaient pas non plus comme des petits pains, mais au moins, on ne se moquait plus ouvertement. Et petit à petit, les concessionnaires ont réalisé quelque chose.
Ces voitures étaient pas chères, ultra simples et ridiculement faciles à réparer. Dans un pays peuplé de monstres chromés et d'ailes arrière interminables, la coccinelle, avec sa taille minuscule, son design improbable et son côté invincible, était presque cool. Presque. Pendant ce temps-là, Volkswagen ne se contentait pas de siroter des bières en Allemagne. Ils amélioraient la coccinelle pièce par pièce. 1951, fini les freins à câble, remplacés par des tambours hydrauliques. Enfin possible de s'arrêter sans commencer à freiner 3 pâtés de maison avant. Et un tout nouveau carburateur Solex pour faire grimper la puissance de la coccinelle de 24 à 30 chevaux. Pas de quoi battre une tondeuse à gazon, mais au moins on pouvait peut-être lui faire la course contre elle. 1952, arrivée des vitesses synchronisées en 2e, 3e et 4e. Traduction, on pouvait enfin passer les rapports sans donner l'impression d'écraser un paquet de chips. 1953, la fameuse lunette arrière en 2 parties. Adieu. Place à une seule vitre ovale, plus de visibilité, moins d'angle mort, un peu moins de plaintes. 1954, année clé. La cylindrée passe à 1192 cm3, la puissance grimpe à 36 chevaux et tout d'un coup, la coccinelle pouvait presque doubler un tracteur, en descente, avec le vent dans le dos. À la fin des années 50 et début 60, Volkswagen affine son art de la pub. Ils inventent littéralement le marketing moderne en misant tout sur l'autodérision. Au lieu de cacher les défauts de la coccinelle, ils les vendaient comme des atouts. Imaginez aujourd'hui une pub qui vante une voiture lente, mais attachante avec fierté. Fun fact, dans les années 60, les coccinelles étaient un peu les Lego de l'automobile. Tu enlèves quelques panneaux, tu ajoutes une coque en fibre de verre, et voilà, buggy de plage, cruiser cool ou bolide de jardin. Et à l'international, elle s'est installée un peu partout. À Cuba, sa longévité s'explique en grande partie par les restrictions d'importation dues à l'embargo américain. Faute d'accès à de nouvelles voitures ou pièces détachées, les Cubains ont gardé leurs anciennes mécaniques en vie grâce à une débrouillardise légendaire. La coccinelle en est devenue un symbole roulant. Et en Amérique latine, surtout au Brésil et au Mexique, Volkswagen a produit la coccinelle localement pendant des décennies. Résultat, une voiture abordable, omniprésente et presque indestructible. Des rues de Mexico aux collines de Rio, impossible de ne pas en croiser une encore en service. 4e génération, 1967-1974, la coccinelle grandit. Enfin, presque. Sous le capot, grosse évolution. Pour la première fois, la coccinelle abandonne la boîte manuelle pure et dure pour un semi-automatique baptisé Automatic Stick Shift. Un nom qui sonne comme une traduction automatique un peu ratée. Ce système combinait un embrayage à dépression et un convertisseur de couple qui passait les vitesses tout seul pendant que vous ne faisiez pas grand-chose. La conduite tranquille pépère devenait enfin un mode de vie officiel. Pendant ce temps, Volkswagen installe des essieux arrière à double articulation et une suspension améliorée. Traduction, meilleure tenue de route, trajet plus doux et un coffre avant assez grand pour y caser 2 sacs de course, si on croyait très fort en soi-même. 5e génération, 1974-1997, la période chirurgie esthétique. À partir du milieu des années 70, la coccinelle devait se muscler un peu. Adieu les pare-chocs chromés d'antan. Place à d'énormes pare-chocs en caoutchouc absorbant les chocs qui donnaient au petit insecte l'air d'un super-héros de dessin animé mal déguisé. Les clignotants remontés au-dessus des roues, histoire que même les cavaliers à cheval puissent les voir passer, et les prises d'air arrière agrandies, pour que le moteur puisse enfin respirer sans avoir l'impression de porter un col roulé au mois d'août. La silhouette mythique à 2 portes. Toujours là. Et Volkswagen a même lancé une version cabriolet, parce que, soyons honnêtes, au soleil, tout se vend mieux. Sous cette carrosserie arrondie, la coccinelle devenait plus futée. L'injection électronique débarquait, rendant les moteurs plus puissants, plus efficaces et un peu moins bruyants qu'une tondeuse à gazon en panique. 6e génération, 1998-2010, la coccinelle entre en fac. À la fin des années 90, Volkswagen s'est dit que la coccinelle n'avait pas besoin d'un simple lifting, mais d'une véritable crise d'identité. Résultat, la New Beetle, un relooking complet qui ressemblait moins à un insecte et plus à un accessoire sorti tout droit d'un film Pixar. Les pare-chocs mythiques remplacés par des pare-chocs lisses couleur carrosserie, les phares enfoncés dans la carrosserie comme si la voiture était en train de cligner des yeux en permanence, et pour la première fois, le moteur passe à l'avant. La coccinelle raccroche définitivement son tapis de yoga moteur. À l'intérieur, ambiance bulle et bonne humeur, compteur arrondi, autoradio et climatisation tout en courbe, siège baquet avant rabattable, juste parfait pour renverser son milkshake dessus.
Sous la robe, la New Beetle passe au sérieux. Suspension avant à Jean McPherson, bras tirés à l'arrière, fini les rebonds de grenouilles incontrôlés. Côté moteur, c'est buffet à volonté. Essence, turbo diesel, boîte manuelle ou automatique, la coccinelle se personnalisait presque comme un menu de fast-food. Dernière génération, 2011-2019, la coccinelle passe à la salle de sport. La dernière génération a décidé d'en finir avec l'image mignonne pour devenir carrément plus stylée. La carrosserie, plus longue, plus basse, plus aplatie, moins emoji, plus d'air de petite sportive. Et côté gadget, Volkswagen a sorti l'artillerie lourde. Phare Big Xenon, feu de jour LED, écran tactile, toit panoramique et une clim qui, pour une fois, faisait autre chose que souffler de l'air tiède. Sous le capot, un 1,2 litres de 105 chevaux, idéal pour la ville, ou un 2 litres de 200 chevaux pour ceux qui aiment doubler sans transpirer. Le tout avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Enfin un insecte qui pouvait démarrer au feu vert sans se faire doubler par un cycliste en VTT. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et en 2019, la toute dernière coccinelle sortait des chaînes. Clap de fin sur 80 ans de carrière mythique. Plus de vase à fleurs sur le tableau de bord, plus de coffre avant minuscule, et plus besoin de débattre pendant 3 heures pour savoir si c'était vraiment cool ou juste ironiquement cool. Mais les légendes savent toujours comment survivre. Même après la dernière sortie d'usine, une question flotte encore. La coccinelle pourrait-elle revenir un jour ? Eh bien, peut-être, ou pas. Honnêtement, sauf si vous avez un membre du directoire de Volkswagen dans vos contacts WhatsApp, personne n'en sait vraiment rien. Certes, il y a eu des rumeurs, un retour 100% électrique sous un nom bien léché, genre ID.Beetle, Volkswagen nous a même taquiné avec un concept électrique, juste assez pour nous faire saliver, sans jamais rien officialiser. Résultat, silence radio. Pour l'instant, le retour de la coccinelle est aussi réel que votre summer body annoncé tous les mois de février. Bien sûr, ça n'empêche pas Internet de rêver en grand. Un des projets les plus cool qui circulent, un concept virtuel baptisé Volkswagen ID.Beetle, partagé par Emre Ousmane sur Instagram. Imaginez une coccinelle qui aurait troqué les balades du dimanche contre des treks en haute montagne, une garde au sol rehaussée, de gros pneus bien costauds, des plaques de protection et un coffre de toit prêt à accueillir une planche de surf, ou un petit chien avec des lunettes d'aventurier. L'ADN de la coccinelle est toujours là, les phares ronds emblématiques, les ailes galbées, ce look unique, mais modernisé avec des feux arrière ultra fins, un haillon frappé du logo ID.Beetle et même un petit aileron pour faire bonne mesure. Ajoutez à ça un peu de plastique brut sur les bas de caisse et vous avez un engin qui pourrait traverser une apocalypse de zombies avec style. Est-ce que Volkswagen construira un jour un modèle comme ça ? Peut-être, peut-être pas. Mais au fond, c'est assez génial de voir que la coccinelle refuse de disparaître, même si pour l'instant, elle survit dans l'imagination de créateurs passionnés. Et en parlant de voitures qui ont réécrit les règles du jeu, il y a une autre histoire que vous devez absolument découvrir. Celle d'une voiture tellement en avance sur son temps qu'elle a fait vaciller toute l'industrie et changer à jamais notre façon de voir l'automobile. Si vous êtes encore là, pensez à liker et à vous abonner. C'est un peu notre standing ovation version YouTube, et pour une petite chaîne comme la nôtre, chaque clic compte énormément. Et maintenant, à vous de jouer. Si la coccinelle revenait demain, vous la voudriez comment ? Ultra moderne, baroudeuse ou fidèle au modèle original ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite dans la prochaine vidéo.